au mois de mars. Le mois de mars est le mois où j'ai le moins lu pour l'instant cette année. C'était un mois compliqué. J'ai eu beaucoup de mal avec mes lectures. Et j'ai en plus lu des livres assez longs que je n'ai pas terminés au mois de mars du coup. Donc je ne vais pas vous parler de beaucoup de livres, je vais essayer d'en parler rapidement. Le tout premier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est The Turn of the Key de Ruth Ware, qui n'a pas encore été traduit, je vérifie parce que entre temps il y a un de ces livres qui a été traduit. Est-ce que c'est celui-là? Qui est sorti en 2019 et qui est une réécriture de The Turn of the Screw, donc le tour d'écrou de Henry James. J'avais très envie de lire The Turn of the Key. Parce que, alors, ça va être très bizarre ce que je vais vous dire. J'avais très envie de le lire parce que j'avais envie de lire un thriller, mais aussi parce que j'avais envie de lire une réécriture de The Turn of the Screw, parce que j'ai détesté The Turn of the Screw. Je l'ai détesté de tout mon cœur, je pense. Je vibre encore de colère. C'est triste, mais c'est le cas. J'ai eu l'impression d'être trahie par ce livre. Ce qui est bête, mais voilà. Donc j'ai vraiment détesté le tour d'écrou. Et en contrepartie, j'ai adoré The Haunting of Bly Manor. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de vidéo sur cette réécriture de The Turn of the Screw qui est The Haunting of Bly Manor. Je vous avais fait une vidéo comparative entre The Haunting of Hill House, le livre, et The Haunting of Hill House, la série télé. Si vous voulez, je pourrais aussi vous faire une vidéo comparaison entre The Turn of the Screw, la nouvelle d'Henry James, et The Haunting of Bly Manor, donc la deuxième saison de The Haunting of, l'adaptation en série télé de la nouvelle. Si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-moi et j'essaierai de le faire. Et donc j'ai adoré cette saison 2 de The Haunting of Bly Manor. Je l'ai trouvée vachement plus effrayante que la nouvelle, où la nouvelle, il y a une scène qui m'a fait peur. La série, je crois que comme dans la première saison, il y a une scène où j'ai hurlé tellement j'ai eu peur. C'était, oui voilà. La musique fait beaucoup aussi. Mais donc voilà, il y a une scène où j'ai vraiment eu très peur. Et donc, j'avais vraiment hâte de lire ce livre parce que je me suis dit, j'espère que ce sera ce que le tour d'écrou n'était pas. Effrayant, prenant, terrible. Et donc, spoiler, j'ai adoré ce livre. C'était génial. Génial. Alors, je vais tenter d'y aller doucement et de vous dire ce que j'ai aimé. Donc, on va suivre Rowan, qui est notre narratrice, donc, qui est une jeune femme, qui écrit à un homme au tout début. Et on ne sait pas trop pourquoi elle écrit. Alors, on comprend, mais je ne vais pas trop vous en dire. On comprend pourquoi elle écrit. Et d'ailleurs, au début, je me suis dit, je le lisais en numérique et je me suis dit, mais il y a un problème à mon édition, j'ai 4 fois la même page. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est Rowan qui réécrit plusieurs fois la lettre. Donc, on est en fait déjà à la fin du roman. En fait, toute l'action du roman s'est passée et Rowan va raconter l'histoire à quelqu'un. Donc, on a déjà au tout début le format épistolaire que j'aime beaucoup. Voilà, et on a aussi une espèce de narration enchâssée, un récit dans un récit, qu'on retrouve aussi dans le tour d'écrou, du coup, la nouvelle d'origine. J'adore ce type de récit enchâssé. J'adore aussi qu'on ait donc une narratrice en qui on ne peut pas avoir confiance. Pendant certaines scènes, on va douter d'elle. On va se dire, mais est-ce qu'elle hallucine? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle n'a pas juste un problème? Et puis bon, on peut pas vraiment lui faire confiance parce qu'elle est quand même en train de mentir à certains personnages. Du coup, est-ce qu'elle nous ment pas à nous aussi? Donc voilà, il y a tout un côté où, mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment la croire ou pas? Est-ce qu'elle veut juste nous convaincre qu'elle est innocente? Voilà, il y a tout ce côté que j'adore du coup. Donc déjà là, ça a commencé bien. Il y a aussi cette ambiance que n'avait pas du tout The Turn of the Screw, la nouvelle d'origine. Une ambiance où je me suis dit, mon Dieu, je me sens mal, je me sens oppressée. En fait, cette jeune femme arrive dans un manoir, donc il ne s'appelle pas Bly Manor, je ne sais plus comment il s'appelle, où elle va devoir garder des enfants. Donc exactement comme dans The Turn of the Screw, une jeune femme qui est nourrice pour des enfants. Donc c'est une famille riche, donc elle va vivre dans une maison. C'est un manoir le truc, hein. Rien que la première fois où elle prend une douche, on se dit ah oui d'accord, oui bah écoute moi aussi je veux bien la même douche chez moi, y a pas de problème. Donc déjà on a une ambiance à la fois cosy, où on se dit bon on est dans une famille riche, on est dans un endroit plutôt confortable, et en même temps l'ambiance vire très rapidement à l'oppression, au lugubre, au creepy. On se dit mais mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Est-ce qu'elle est hantée? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait une farce à Rowan? Est-ce que les enfants ont un problème? Qu'est-ce qui se passe? Tout le long du livre, c'est la question que vous allez vous poser. Qu'est-ce qui se passe? Mais
est-ce que ce roman vire vers le surnaturel ou est-ce qu'il a une explication rationnelle? C'est aussi ce que j'ai adoré dans ce livre. Tout le long du livre, on doute. Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que ça peut être expliqué rationnellement? Je ne vous donnerai pas la réponse, évidemment. J'ai beaucoup aimé l'héroïne qui est loin d'être parfaite. Ce n'est pas une jeune femme de bonne famille qui est blanche comme neige, et qui est tout à fait innocente et qui va lutter contre une force qui l'oppresse, blablabla. Non, c'est un personnage tout à fait imparfait. Peut-être difficile à aimer, mais c'est justement parce qu'elle était imparfaite que moi je l'ai appréciée. Donc ça dépend si vous n'aimez pas les personnages assez... Je vais pas dire détestables, mais assez... gris, on va dire. Si vous n'aimez pas ce genre de personnage, peut-être que vous n'allez pas aimer Rowan. Moi je l'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai trouvé que le twist à un moment donné, je sais pas trop si j'y croyais ou pas. Bon, en tout cas à son propos je veux dire. J'ai dérivé vers Rowan et je ne vous ai pas parlé de la maison, c'est normal, j'en reparle après, pas de problème. Donc Rowan est un personnage voilà, un peu difficile à apprécier. Elle est pas particulièrement agréable. Il y a quelque chose qui va pas chez elle, clairement. Et c'est le but. Donc, voilà. En revanche, il y avait un petit quelque chose qui m'a agacée, mais bon, je pense que l'autrice l'a fait exprès, parce que nous sommes dans un thriller, donc voilà, si on nous dit tout dès le début, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais on a l'usage de la rétention d'informations. Je trouve que c'était un peu abusif, la rétention d'informations à un moment donné, parce qu'elle écrit à quelqu'un qui connaît déjà l'affaire. Et donc elle lui dit, oui mais donc vous avez déjà lu tout ça dans les journaux. Et moi en tant que lectrice je me suis dit, oui bah très bien, ok, sauf que non, en fait je ne sais pas, explique-moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était juste ma frustration de lectrice qui n'arrivait pas à lire assez vite pour... voilà, mais sinon c'était très bien fait. J'ai lu ce livre en 2 jours d'ailleurs, tellement j'avais envie de connaître la suite. J'avais peur de ne pas apprécier les enfants dans ce livre, puisque bon, Rowan est babysitter et garde des enfants. Alors, parfois ils sont très agaçants dans les romans, hein. Jurassic Park, la petite fille, que j'avais envie de tuer donc. À d'autres moments, ce sont des personnages qui n'ont pas de personnalité. Ils sont vides. Ils sont là parce qu'il doit y avoir des enfants dans le texte. Mais ils n'ont pas d'intérêt. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bien faits. Ils étaient parfois adorables, comme les enfants peuvent l'être, et parfois juste insupportables, comme les enfants peuvent l'être. Ils étaient très réalistes, très complexes, notamment un personnage dont je peux pas trop vous parler, que j'ai trouvé vraiment très très bien fait. J'ai trouvé qu'il était... l'archétype de l'enfant. Voilà, tout simplement. Les enfants ont une psychologie qui est réaliste et cohérente, je trouve, dans ce livre. Parfois, ils sont clairement des obstacles. Mon Dieu. Mais parfois, ils font montre d'intelligence. Les enfants sont très intelligents, juste on considère que comme ils sont petits, voilà. Mais ils sont très intelligents et ils comprennent les choses très rapidement. Et donc voilà. Les parents. Est-ce que je peux vous parler des parents? On sent rapidement que la mère est très... Elle aime avoir le contrôle sur absolument tout. Donc on peut se dire, il y a un problème. Le père est assez... Bon, il y a une scène où on se dit, ouais d'accord, pas de problème. Ouais, parfait. Donc c'est ce type de personnage. Cool. Et il y a Jack je pense. Jack qui est l'homme parfait. Mais l'est-il vraiment? Et Jean qui est... J'ai eu l'impression à un moment donné qu'elle représentait la vieille femme qui va forcément juger la jeune femme. Mais c'est sans doute un biais, c'est sans doute Rowan qui la voyait comme ça en fait. Donc tous les personnages sont suspects dans ce livre, déjà. Ce qui rend l'atmosphère encore plus pesante, je trouve. Atmosphère à laquelle je reviens pour vous parler de la maison. Oh cette maison! J'ai adoré cette maison. J'ai détesté la maison dans The Turn of the Screw, j'ai trouvé qu'elle était un décor, c'est tout. Là, cette maison, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Cette maison, elle est effrayante. On dirait qu'elle est vivante. Elle a une sorte de personnalité. Je ne peux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais il y a quelque chose qui fait que cette maison fait partie des personnages tout en étant le décor et tout en faisant partie de l'atmosphère oppressante. Enfin vraiment cette maison. En fait, elle m'a un peu fait penser à la maison dans The House Next Door, donc la maison d'à côté d'Anne Rivers Siddons, où au tout début, c'est bien cosy, c'est bien mignon, on aime le groupe dans lequel on est, et d'un coup on vire vers l'horreur totale, à cause de la maison donc, mais là c'était tout à fait ça.
tout à fait ça. Alors j'ai mis une section spoiler, je vais pas vous en parler. Mais il y avait quelque chose d'intéressant avec une partie de la maison qui est ancienne et une autre qui est moderne. Et donc Rowan voit un peu ça comme une espèce de personnalité dédoublée. Et donc elle se dit que la maison ne peut pas être saine en ayant deux personnalités aussi peu correspondantes en fait. Mais je n'en dis pas plus, sinon je risque de vous spoiler. Et je ne veux pas vous spoiler. J'ai eu peur en lisant ce livre. Voilà. J'ai eu peur de certaines scènes. Il y a des scènes où je me suis dit non, je ne veux pas lire ça, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que les personnages vont mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc j'avais vraiment peur en lisant ça. C'était vivant, c'était facile de s'imaginer les scènes, de s'imaginer combien la maison est terrifiante, combien la situation est terrifiante. Et c'était facile aussi de se mettre à la place de Rowan et se dire mais moi je pense que j'aurais quitté la maison en courant au bout de 2 pages. Donc voilà, et je vous parle beaucoup trop de ce livre, c'est beaucoup trop long. J'ai aussi adoré la fin. Alors la fin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors il y a une partie de la révélation qui peut sembler tirée par les cheveux pour certains lecteurs. Moi j'étais juste... Waouh, ok. Mais c'est surtout la toute fin, où je me suis dit, mais en fait, c'était ma tête à la fin de la lecture. Ok, donc j'étais physiquement mal à la fin de ce livre. J'étais tellement triste. Tellement triste. C'était juste horrible de lire cette fin. Horrible. Juste affreux. Donc, je ne peux rien vous dire, bien sûr. Mais c'était... Je pense que mon cœur s'est brisé. Et le livre a piétiné mon cœur. Et il l'a mis à la poubelle. Il l'a passé à la broyeuse. Voilà. J'ai adoré. Voilà. Et à la fin, oui, à la fin de ma chronique sur Goodreads, je vous fais une espèce de petite analyse du titre du livre. Vous irez la lire si ça vous intéresse. Parce que ça spoil The Turn of the Screw et ça spoil le livre en lui-même. Donc, je ne veux pas vous spoiler. Donc voilà, je garde un super souvenir de The Turn of the Key. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu. Sans doute parce que j'ai détesté The Turn of the Screw et que j'ai adoré The Haunting of Bly Manor. J'ai trouvé que les trois forment ensemble un espèce de triptyque. Une partie que... non, oui, j'adore. Oh mon dieu, c'est génial. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez les maisons assez effrayantes, les atmosphères assez lugubres, le fait de douter, est-ce que c'est surnaturel, est-ce que ça ne l'est pas. J'ai d'ailleurs aussi une section spoiler sur le fait que ce soit surnaturel ou pas, donc c'est en gros la résolution, mais je ne peux pas vous le dire. Ce livre était génial. Voilà, c'est un de mes livres préférés de l'année pour l'instant. C'est un des livres qui m'a le plus marqué. C'était... Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. Ce livre, lisez-le. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Lisez-le. J'ai l'impression que si je me remets un petit peu dans le contexte et le délire, je revis le livre en fait. Donc voilà, je ne peux que vous dire, allez lire ce livre. C'était donc mon premier livre de Wolfware. Et bien sûr, depuis, je veux lire tous ses romans. Puisque si elle m'a fait ça avec un livre, imaginons ce qu'elle peut faire avec 6-7 romans. Mon dieu. Alors, ensuite, j'ai lu Steam Sailors de E.L. Green. C'est un des finalistes du PLIB, donc oui, je l'ai lu pour le PLIB bien sûr. Je n'ai pas le roman en physique, donc voilà. Et j'ai adoré ce livre que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. Alors, pour résumer rapidement, c'est l'histoire de Prudence. Alors, attendez, comment je vais vous résumer ça sans trop vous en dire? Oui, c'est l'histoire de Prudence. Il va lui arriver quelque chose. Et elle va se retrouver sur l'Héliotrope, qui est un navire volant, qui appartient à des pirates. Je ne vais rien vous dire de plus. J'ai reçu ce livre en livre voyageur, grâce au PLIB. Il y a un système de prêt pour les jurés qui n'achètent pas tous les livres. J'étais pas trop emballée par ce livre au début. Parce que je ne sais pas trop pourquoi, honnêtement. Et je me trouve bien bête de ne pas avoir été emballée par l'idée. Parce que qui n'est pas emballé
par une jeune fille qui se retrouve sur un bateau pirate et qui va donc vivre des aventures avec l'équipage de ce bateau. Je ne sais pas en fait pourquoi je veux dire pirate, groupe, potentiel féminisme vu que c'est une héroïne. Pourquoi je n'étais pas emballée, je ne sais pas. Mais sachez que j'ai adoré ce livre pour l'instant. Dans les finalistes du livre, c'est mon préféré. Les personnages étaient top. J'ai adoré Prudence. J'ai adoré me trouver dans ce groupe. J'ai adoré d'autres personnages que j'ai trouvé assez attachants. Rien n'est édulcoré, ce ne sont pas des pirates bien élevés qui mangent avec des fourchettes et qui font bien attention à Prudence qui est une jeune fille qui se trouve sur leur bateau. Pas du tout, ce sont des pirates lambda on va dire. Donc violents, prêts à tuer si besoin, qui ont des missions dangereuses, qui risquent donc de mourir quand ils partent en mission. Qui ne font pas forcément de quartier, qui ne font pas forcément de prisonniers non plus. Donc voilà, ce sont de vrais pirates on va dire. Et j'ai trouvé que c'était du coup très cohérent et ça apportait quelque chose au roman. Parce que si ça avait été des pirates gentillés, je doute que j'aurais aimé le roman à ce point. Ce livre est en plus très émouvant parce que à force de rester sur ce bateau, le groupe, hein, l'un de mes troupes préférés de tous les temps, on se trouve donc avec ce groupe et on s'attache aux personnages et quand il leur arrive des choses ou quand on apprend des choses sur eux parce qu'on apprend le passé de certains personnages, forcément on est touché. Quand certains sont en danger aussi, puisque l'autrice n'a pas peur de mettre en danger ses personnages et donc de potentiellement soit les tuer, soit les rapprocher très fortement de la mort. Donc voilà, j'avais peur pour les personnages à certains moments. Et il y a même un moment où je crois que je me suis mise à pleurer, ou que j'étais pas loin de pleurer, pour un personnage. Et j'ai eu tellement peur qu'il meure, et je ne vous dis pas de toute façon s'il est mort ou pas, mais c'était dur. Très dur. Je rajoute d'ailleurs que j'ai adoré que ce groupe soit si soudé puisque c'est un groupe de pirates, c'est comme leur famille en fait. Donc clairement on avait l'impression d'une famille avec différents personnages qui s'entendent plus ou moins bien. Une famille quoi. C'était top. J'ai adoré. J'avais envie de rester avec eux sur le bateau plus longtemps. Quand le livre s'est terminé, j'avais envie d'y retourner déjà. Un des gros points forts de ce livre c'est l'héliotrope lui-même, qui est donc un bateau maison du coup pour les pirates. Je l'ai adoré. C'était top. C'est le lieu de vie des pirates, mais c'est aussi le lieu qui va devenir le lieu de vie de Prudence, un lieu de surprise où elle va découvrir différentes pièces, elle va tomber sur différentes pièces, tomber sur différents personnages aussi. Enfin, voilà. Il y a une bibliothèque, je n'en dis pas plus, mais il y a une bibliothèque et c'était top. J'ai aimé qu'il y ait pas mal d'action, puisqu'on ne reste pas juste sur le bateau à attendre que ça se passe. Il y a des missions, il y a des scènes sur terre, enfin sur la terre ferme. Il y a des moments, comme je vous l'ai dit, où on a peur pour les personnages, où il y a du suspense, il y a des moments de mystère, il y a des rebondissements, il y a des révélations, et on se dit que, oh mon dieu, en fait, ce personnage c'est lui, et voilà. Donc, j'ai aussi aimé que ce soit un huis clos, en tout cas quand on est sur le bateau, j'aime beaucoup quand on se trouve dans une pièce fermée, enfin dans un endroit clos où il n'y a pas beaucoup d'interaction avec l'extérieur. Il y a quand même des moments où l'héliotrope se pose et donc il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre où on découvre un nouvel endroit, mais je n'en dirai pas plus. J'ai trouvé qu'au fur et à mesure du livre, l'intrigue prend de l'ampleur. En fait, on part de quelque chose d'assez petit, Prudence qui se fait recruter sur le bateau, à quelque chose qui prend de l'ampleur jusqu'à devenir quelque chose d'énorme et qui dépasse complètement le personnage, l'héroïne et les autres personnages. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'écriture était très belle, très agréable à lire. Et oui, très bonne écriture, franchement. Et la fin m'a donné envie de lire le tome 2 tout de suite, sauf que je ne l'avais pas et que je ne l'ai toujours pas et que donc il faudrait que je lise ce tome 2 parce que c'était très intriguant, cette fin. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais sachez qu'on en apprend potentiellement plus sur un groupe de personnages assez mystérieux. Donc j'ai adoré Steam Sailors et je le recommande fortement. Allez le lire si ce n'est pas déjà fait. Après avoir fini Steam Sailors, oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait, j'ai décidé de lire un deuxième livre pour le PLIB. J'ai lu La Ville 120, tome 1 d'Éléanore de Villepoix, qui m'intéressait mais qui n'était pas celui qui m'intéressait le plus. Bon, je vais tenter de résumer rapidement, mais sans trop en dire. On va suivre deux personnages, l'Astyanax et Arca. Non pas Astyanax, l'Astyanax à 19 ans vient de terminer sa formation de mage et il lui arrive quelque chose au tout début du livre. C'est malencontreux on va dire, le pauvre.
Donc lui il va plutôt se concentrer sur la politique et il vit dans Hyperborée, la ville sans vent donc. On suit également Arca qui est une jeune guerrière qui veut entrer dans Hyperborée et à qui il arrive tout un tas de choses très sympathiques on va dire. Ils ont deux quêtes différentes et à un moment donné ils vont se rejoindre, on se doute, c'est souvent le cas quand il y a deux personnages comme ça. Et je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant sur l'intrigue. Alors, premier point positif que j'ai noté, l'Astyanax, je l'ai adoré. Je pense que c'est mon personnage préféré dans le livre. Je l'ai adoré parce que c'est lui qui apporte le côté politique au roman et que j'ai adoré le côté politique du roman. Je l'ai aussi beaucoup aimé parce que, bon, 19 ans, il vient de finir sa formation de mage. C'est un personnage assez complexe qui a un petit peu de mal avec ses nouvelles positions mais qui a quand même envie de garder la face on va dire. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Il est clairement à côté de la plaque parfois, mais c'est aussi ce qui fait qu'il est attachant, je trouve. Il est aussi très ambitieux, très perspicace, très intelligent, il comprend rapidement les choses. Et je l'ai préféré à Arca, avec qui j'ai quand même eu un petit peu de mal. Je sais pas vraiment pourquoi, mais il y a des moments où je n'appréciais pas Arca. Je me suis même dit au début, bon, je vais sans doute aimer le livre, mais pas Arca. Parce que les premiers points de vue où on la suit, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout apprécié. Je me suis même dit, non mais en fait... non, je suis pas sûre d'aimer ce livre à cause d'Arca. Bon, par la suite, on va dire que ça c'est mieux. J'ai aussi, du coup, tant qu'on parle des personnages, aimé le groupe qui se trouve autour de l'Astyanax. Particulièrement aimé Pyrrha et Patrocle. Pyrrha parce qu'elle lutte contre la misogynie d'Hyperborée, qui est tellement énervante. Et Patrocle parce que il est très attachant en fait. Il a pas l'air très concerné par son avenir, mais en même temps il est quand même assez chou. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Mais mon personnage préféré reste l'Astyanax. Tant que j'y pense, je vais vous parler de la couverture. Très belle cette couverture quand même, j'adore. Vraiment, à la fois très sophistiquée, très sobre et hyper fidèle à ce que je me représentais dans le roman, donc top cette couverture, top. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors l'univers, rien qu'avec les noms, déjà l'Astyanax, Hyperborée, Arca, on sent que c'est très inspiré par l'Antiquité grecque, la mythologie grecque. J'ai adoré l'influence grecque dans ce livre, c'était top. Rien que quand on monte dans les niveaux d'Hyperborée, on se rend compte que le système politique ressemble peut-être un peu au système politique grec, mais surtout que les personnages sont habillés à la mode grecque, que en fait il y a pas mal de choses qui m'ont fait penser à l'Antiquité grecque et j'adore ça, bien sûr, j'adore ça. Il y a d'ailleurs il y a quelque chose qui m'a fait penser à Pratchett dans le livre, tout le long j'ai pensé à lui à cause de ça. Ça m'a donné très envie du coup de continuer les annales du Disque Monde. Je ne vous dirai pas ce qui m'a fait penser à ça, vous le lirez et si vous connaissez Pratchett, vous capterez tout de suite. J'ai trouvé que c'était assez original. J'ai beaucoup aimé Hyperborée, la ville en elle-même. J'ai adoré le concept de cette ville sans vent, ces niveaux, ce que ces niveaux veulent dire, hein, puisque bon, en gros les niveaux d'Hyperborée représentent l'échelle sociale en même temps. J'ai adoré cette ville qui était vivante, une ville très cohérente aussi, puisque très inégalitaire, beaucoup de violence dans cette ville, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit hiérarchique, politique, voilà. Au premier comme au dernier niveau, inégalité et violence. C'est aussi donc très misogyne, hein, comme je vous l'ai dit, un personnage lutte contre ça, très misogyne et très inégalitaire socialement. À partir du moment où on n'a pas d'argent, on n'est rien à Hyperborée. À partir du moment où on est une femme, on est presque rien à Hyperborée. Donc vous vous doutez que parfois ce n'était pas très agréable de lire ce livre. Je vous ai parlé du côté politique que j'ai adoré. Il y a un côté mystère, un côté complot que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé qu'on avance petit à petit dans cette espèce d'enquête, que ce soit assez surprenant et que au fil du temps, un petit peu comme pour Steam Sailors, ça commence vraiment petit, on se dit oh c'est une petite enquête, un grain de sable, et en fait ça devient de plus en plus grand pour devenir vaste et pour en fait comment dire, devenir plus vaste et devenir une intrigue plus globale que simplement concerner un personnage. Ça c'était top. Il y a un élément dont je vais pas vous parler parce que j'ai peur que ça spoil quelque chose. Il y a une école dans ce livre. J'ai beaucoup aimé cette école. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait différentes épreuves qui m'ont fait penser un peu à Hunger Games et à Ready Player One. J'ai aimé qu'on ait ce côté apprentissage. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé. C'était top.
On assiste à quelques cours, mais pas beaucoup. Ça m'a intrigué les quelques cours auxquels on assiste, mais rapidement on se décale plus vers l'enquête et donc moins vers l'école, ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais c'était pas mal aussi. J'ai beaucoup aimé l'écriture que j'ai trouvée très agréable et j'ai beaucoup aimé la fin. Alors, c'était une fin assez nivelée, on va dire. C'était... Comment dire? J'ai aimé la fin. J'avais très envie de lire la suite du coup. Mais il y a peut-être un élément que j'ai pas tellement apprécié. Parce que j'ai pas ressenti l'urgence de lire absolument le tome 2. J'avais très envie de le lire, mais pas dans la foulée de là tout de suite. Il me faut le tome 2 sinon je meurs. Donc c'est dommage. Parce que c'est typiquement le genre de série où je me dis, bon, j'ai adoré le tome 1, c'était vraiment bien. Le tome 2, je suis pas obligée de le lire maintenant. Oui, mais plus j'attends et moins j'ai envie de le lire et ça risque de s'éloigner encore et encore et ce serait dommage. Parce que du coup, c'était une histoire vachement prenante avec des personnages très intéressants et je vous recommande ce livre, bien sûr. Que vous aimiez l'influence grecque et les écoles magiques et tout ça. C'était très intéressant. C'était un premier roman et je trouve que vraiment pas mal pour un premier roman, que ce soit niveau complexité d'intrigue, niveau écriture, niveau personnage, c'était vraiment pas mal. Donc je recommande fortement. Bientôt fini. Ensuite, j'ai lu Artistic Places de Susie Hodge, qui est l'autrice donc, et Amy Grimes qui a fait les illustrations. C'est une non-fiction que j'ai reçue sur NetGalley et qui donc se concentre sur les endroits chers aux artistes. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'abord parce qu'il était vraiment tellement beau. Rien que la couverture. Tellement beau. Tellement beau. J'avais tourné des passages de vlog. Je ne vous ai jamais monté ce vlog d'ailleurs. C'était les semaines 10 et 11 mais je ne les ai jamais montés. Si vous voulez les avoir en retard, vous me dites. J'avais tourné des passages où on voyait ce livre du coup. Que j'ai trouvé. Mais vraiment très beau. Donc premier point énorme, les illustrations. Parfois on a en double page, parfois on a juste une page simple. Très belle. On a beaucoup d'informations sur les artistes et sur les endroits qui les ont soit inspirés, soit dans lesquels ils ont vécu. Il y a notamment Vincent Van Gogh qui se trouve là. Donc il y avait des artistes que je connaissais déjà. Il y en avait d'autres que je ne connaissais pas du tout, comme Annie Albers. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais je ne connaissais pas du tout cette personne. Il y en a que j'ai redécouvert, je connaissais juste de nom et du coup j'ai redécouvert leurs œuvres. Donc c'est aussi le type de livre comme Vincent qu'on assassine où vous allez avoir envie de chercher les œuvres dont on vous parle. Puisqu'on souvent on vous mentionne une œuvre en intro de chapitre on va dire. Et on va vous parler d'autres œuvres au fil de l'article en quelque sorte. Donc beaucoup d'informations, on apprend beaucoup de choses. Le seul inconvénient de ce livre à l'origine c'est qu'il donnait beaucoup envie de voyager et qu'on ne pouvait pas voyager à ce moment-là. Maintenant on peut. Donc c'est le moment de lire ce livre, de le relire et de prévoir vos voyages dans tous ces endroits qui sont merveilleux pour la plupart. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre, juste il était très beau, très informatif. En fait il avait un peu tout pour plaire, c'est-à-dire il avait le côté graphique, mais il avait aussi le côté je ne suis pas juste un beau livre, je ne suis pas juste tape à l'œil, je vous donne aussi des informations sur les endroits que je vous montre et sur les artistes dont je vous parle. Donc top. Je vous recommande fortement ce livre. Avant-dernier, oh mon dieu. L'avant-dernier était un coup de cœur astronomique. C'est Nabokov's favorite word is mauve. C'est-à-dire, si je traduis moi-même, le mot préféré de Nabokov est mauve. What the numbers reveal about the classics, bestsellers and our own writing. Donc ce que les chiffres nous révèlent sur les classiques, les best-sellers et notre propre écriture. J'ai lu ce livre parce que j'avais envie d'une non-fiction sur l'écriture. Je me suis dit, pourquoi pas. Et ce livre était astronomiquement bon. C'était génial. Je m'attendais pas à ça en fait. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. En gros, l'auteur fait le pari de nous parler de l'écriture, de la littérature. Alors, de notre écriture à nous, mais aussi de l'écriture des grands classiques, comme c'est dans le sous-titre, ou des best-sellers. De nous parler donc de littérature, mais avec des chiffres et des statistiques. Alors, on pourrait se dire, oh mon dieu, réduire la littérature à des chiffres, quoi? Mais infamie, scandale, jamais de la vie. Et en fait, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, parce que ce n'est pas du tout... c'est pas du tout
dans l'optique de réduire la littérature à des chiffres. Tout est toujours dans la nuance. L'auteur a un respect pour les œuvres dont il parle, ça se sent en fait quand on lit le livre. C'était génial en fait, tout simplement, j'ai juste adoré ce livre. J'aime qu'on respecte donc le côté unique et le côté profondément artistique et profondément beau de la littérature, tout en parlant de statistiques et de chiffres du coup. Qu'on respecte le fait que ce soit un art et que donc l'art ne peut juste pas être chiffré en fait. Enfin, c'est quand même triste de se dire je prends une œuvre littéraire et je la considère juste comme un objet sans rappeler son côté artistique et son côté profondément personnel aussi, parce qu'une œuvre littéraire c'est quand même personnel au lecteur. Donc je pense que si vous aviez trouvé votre livre préféré dans ce livre et qu'il avait été décortiqué simplement de façon mathématique, ça vous aurait pas plu. Moi non plus ça m'aurait pas plu. Mais en fait c'était pas du tout ça, c'était génial. Énormément de références littéraires, énormément. Que ce soit des classiques, que ce soit des best-sellers, que ce soit de la fanfiction, puisque l'auteur va en fait comparer parfois les classiques, les best-sellers et la fanfiction, tout en restant respectueux avec les trois groupes. Parfait. C'était passionnant, puisqu'il va... alors je crois que je n'ai pas noté le nombre de sections qu'il y a, mais en gros il va parler de différentes sortes de choses, ce qui fait un bon livre. Il sait que ça ne peut pas être quantifié, mais il va quand même essayer de trouver des statistiques qui permettent de voir ce qu'il faut éviter de faire quand on veut écrire un bon livre. Par exemple, il va parler des adverbes en lit, du coup, pour les anglais, puisque c'est un livre qui est écrit en anglais. Nous, ce serait l'adverbe en ment. Est-ce que vraiment, parce que c'est une règle qui est donnée dans certains livres, comment écrire un bon roman, ou comment écrire un bon livre en général, est-ce que vraiment les livres qui utilisent trop d'adverbes en ment ou d'adverbes en lit en anglais sont moins bons que les livres qui en utilisent moins? On peut se dire, mais on s'en fout de ce débat. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Il y a aussi des moments où on nous met en fait juste la liste de ces livres. Enfin, c'était juste génial. Que vous dire à part que c'était génial. J'adorais le ton aussi. L'auteur n'est jamais... il utilise l'humour à plusieurs reprises, ou alors il utilise l'ironie, ou il écrit, par exemple quand il parle des adverbes en lit, il a écrit son chapitre, à la fin de son chapitre il dit « Vous remarquerez que je n'ai pas du tout utilisé d'adverbes en lit dans ce chapitre, à part les extraits de texte que je vous ai mis ». Du coup j'ai aimé en fait que ce soit à la fois un challenge pour l'auteur, que ce soit fait dans le respect, que ce soit humoristique. Tout était génial dans ce livre, c'était vraiment un coup de cœur génial. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. C'était top. En fait j'ai trouvé que ce livre c'était une ode aux mots. C'est-à-dire c'est un hommage rendu au livre, aux mots, à l'écriture, à la littérature. C'était juste beau en fait. Certes c'est fait avec des chiffres, mais c'était génial. Voilà, c'était génial. J'ai juste adoré ce livre. Je suis un peu triste que ce livre soit pas davantage connu et qu'il soit pas traduit en français du coup, parce que vraiment c'était un livre que j'ai trouvé top. Presque parfait, mon dieu. Encore un livre parfait. Est-ce possible? Et le dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce dernier livre, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions des Équateurs. Il s'appelle Respect d'Agathe Cagé. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je crois que je vous ai juste dit que je l'avais reçu. Depuis je l'ai lu, je l'ai adopté, comme vous voyez, comme je le fais toujours. Je souligne, parfois je commente. Voilà. Ce livre était formidable. Encore un livre parfait. Alors, ce livre nous parle donc du respect, hein, vous l'aurez deviné. On parle ici du fait que le respect est mort dans notre société. Les boomers ne respectent pas les millennials. Les millennials ne respectent pas les boomers. Les millennials ne respectent pas la génération actuelle. Comme la génération actuelle ne respecte ni les boomers ni les millennials. Les femmes ne respectent plus les hommes ne respectent plus les femmes. Le peuple ne respecte plus ses hommes politiques comme les hommes politiques ne respectent pas le peuple. Les professeurs ne respectent pas leurs élèves et les élèves ne respectent pas leurs professeurs. Qu'est-ce qui se passe dans notre société pour que le respect soit si mort? C'est la question que je me posais avant de tomber sur ce livre et de me dire mais ce livre va peut-être m'aider. Parce que je trouve ça terrible de vivre dans une société où le respect, c'est un surplus en fait. C'est un luxe le respect. Ça ne devrait pas être le cas. Le respect c'est quelque chose de basique que tout le monde devrait avoir. Tout le monde
devrait se dire, ma vie vaut quelque chose, je vaux autant que n'importe qui, j'ai donc droit au respect. Et ce n'est pas ce qui se passe dans notre société. Pourquoi donc? Alors, ce livre nous parle de différents sujets. Par exemple, le premier, donc c'est l'introduction, s'appelle Le tombeau des Lucioles, où on va nous parler du film de Isao Takahata, qui parle donc de ces deux enfants au Japon qui vivent la Seconde Guerre mondiale. Qui vivent les conséquences de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Bon, ce livre spoil donc le dessin d'animation, je vous le dis. Et donc ça va nous parler de ces gens qui souffrent, de ce premier paragraphe, enfin ce premier chapitre, va nous parler de ces gens qui souffrent actuellement dans nos rues en France. Et de ce qu'on fait pour elles. Pas grand chose. Ce livre est un coup de cœur parce que je l'ai trouvé passionnant. J'ai trouvé qu'il balayait tout un tas de sujets différents. On va nous parler de la relation homme-femme. On va nous parler de nos relations avec nos enfants ou la nouvelle génération. De la relation avec nos aînés, nos parents, nos grands-parents. De la relation avec nos politiques. Et la relation que nos politiques entretiennent avec nous aussi. Hein. Voilà. C'est aussi émouvant. C'est révoltant. Il y a plusieurs reprises, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de balancer ce livre parce que... Comment enfin, voilà. Le premier mot en fait qui m'est venu quand j'ai lu ce livre, c'était l'indignation. Parce que si j'ai eu envie de lire ce livre, c'est parce que je n'en peux plus de vivre dans une société où... voilà, pourquoi respecter les autres en fait? Enfin, je veux dire... on vit dans une société tellement individualiste qu'on se dit l'autre c'est de la merde, l'autre n'est rien pour moi. Donc je ne vois même pas pourquoi je le considérais comme un autre être humain. C'est moi l'être humain. C'est moi le mal alpha. C'est moi le supérieur. L'autre n'est rien. Non, non, on ne peut pas vivre heureux dans une société pareille. Ce n'est pas possible. Bref. Donc, indignation. J'étais agacée. J'ai trouvé que c'était... En fait, certaines informations dans ce livre sont juste aberrantes et... voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. On nous parle aussi des personnes âgées, hein, donc des EHPAD. On nous parle de l'enseignement aussi. On nous parle de féminisme. On nous parle de tout un tas de choses, de MeToo. On nous parle du fait que les féministes sont trop radicales. C'est ironique, bien sûr. Le livre ne nous dit pas que les féministes sont trop radicales. Le livre nous dit que on ne respecte pas les femmes quand on nous sort des trucs du genre « Oui, mais vous êtes trop radical. » Ah bon? Donc demander des droits fondamentaux, primordiaux, les mêmes droits que les hommes, c'est radical. Ok, pas de problème, bah soyons radicales du coup. Il y a aussi déshumanisation des services, que ce soit... au niveau du transport, au niveau de la technologie, au niveau du médical. Donc la violence sociale, qui n'est pas dans le physique ou même dans les mots, mais dans le tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas capable de t'adapter assez vite, tant pis pour toi. La violence aussi pour les générations, les jeunes en fait. Qu'ils soient adolescents, qu'ils soient jeunes adultes, à la fac ou qui viennent de commencer le travail. Le racisme, on évoque aussi ça. Le handicap, la culture. On parle aussi de la culture. On parle aussi des gilets jaunes. Oui, alors, je pense que la partie qui m'a la plus énervée, c'est la partie sur la politique. Parce que... Voilà, c'était beaucoup trop énervant. On compare à un moment donné en fait les politiques avant, les politiques maintenant, le langage qui était utilisé, la façon de s'adresser au peuple ou aux gens en général, la teneur du discours, les mots employés, la langue employée, tout ça c'était important avant. Maintenant, voilà, je pense que j'ai même pas besoin de finir cette phrase. Maintenant, la fin est quand même une lueur d'espoir. On nous parle de modèles, on nous parle de potentiel futur, on nous parle de respect à nouveau. Et ça m'a fait du bien de lire la fin. C'était pas totalement sombre du coup. Alors, du coup ça, c'était agaçant, toute cette partie-là. Tout le moment où on constate la situation, où on nous dit, vous vous rendez compte que ça se passe dans notre société actuelle en France. Vous trouvez pas ça normal? Moi non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, la fin, ici, toute cette partie-là, c'est plus un espoir. On nous donne des modèles, comme je vous l'ai dit, on nous donne aussi des façons d'agir. Et voilà, c'est ça le but en fait. Nous accrocher à ces modèles et agir. Enfin, ne pas rester dans cette espèce de bain
de violence et d'irrespect total et aller vers autre chose, de plus sain, que ce soit pour nous, adultes, ou pour les générations qui viennent, qui donc baignent elles aussi dans une espèce d'atmosphère de violence banalisée et de... Alors violence, quand je dis violence, je dis pas seulement violence physique, hein. Je dis aussi violence psychologique, violence sociale, violence politique. Voilà, les jeunes générations baignent actuellement dans cette société, dans cette violence sociale, c'est pas possible. Donc voilà, à la fin, l'autrice formule une nouvelle éthique de l'engagement politique, parce que Agathe Cagé est docteur en sciences politiques, et pitié, il faut que ça se passe. Il faut que cette chose se réalise, il faut que ce soit vrai, et pas que ce soit juste écrit. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je suis en train de m'énerver toute seule. Et ce n'est jamais bon. Je vous recommande à 100% ce livre du coup, Respect, d'Agathe Cagé, qui est passionnant et qui va vous énerver, mais qui va aussi vous... Je ne sais plus comment on traduit ce verbe, empower. Vous donner du pouvoir, vous rappeler que vous n'êtes pas impuissant et que en fait la survie du respect et la renaissance du respect passent aussi par vous, du coup. Je dis ça sur YouTube alors que régulièrement on reçoit des messages du genre « Ah vraiment c'est de la merde !» Voilà. Donc, lisez ce livre. Tous. Allez le lire. Il est merveilleux, il est formidable et il est très très important. Je vous l'ai déjà dit que j'aimais pas dire qu'un livre était important, mais c'est le cas. Cette vidéo est maintenant terminée. Wow, mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné aussi longtemps. Pour ceux qui aiment les vidéos longues, cadeau. Pour ceux qui n'aiment pas ça, découpez comme vous voulez. Ou ne regardez pas la suite, comme vous voulez. Ou si vous êtes arrivé là, je suppose que vous avez fini la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire pour la prochaine vidéo. Je vais... je vous annonce toujours des choses que je ne fais pas, donc prenez ce que je vais vous dire avec des pincettes. Je pense que je vais vous faire un gros bilan du Lost in Time Challenge, puisque nous sommes fin mai. Le Lost in Time Challenge va s'achever. Ce serait bien que je vous fasse un bilan. Je pense que si je vous fais un méga bilan avril-mai, ça va être encore plus long que cette vidéo, qui est déjà longue. Donc je vais peut-être vous faire ce bilan en deux parties. Le mois d'avril, où j'ai lu La Blinde, et le mois de mai, où j'ai un peu moins lu. On verra bien, mais donc vous aurez des bilans à venir plus longs, puisque je suis incapable de tenir le rythme de l'update lecture 3 livres par 3. Je sais pas si je lis trop, ou si je me tourne pas assez, peut-être un peu des deux. Mais donc voilà. Donc, merci encore, vous aurez aussi d'autres vidéos, plus des updates lecture seulement, puisque là je n'ai fait que des updates lecture histoire de rattraper mon retard. Mais je vais tenter de vous faire d'autres vidéos plus différentes, on va dire. Vraiment différentes. Voilà. N'oubliez pas de me dire d'ailleurs, puisque je vous ai proposé plusieurs vidéos dans cette vidéo, n'oubliez pas de me dire si ces vidéos vous intéressent. Beaucoup trop de fois le mot vidéo. Si ces idées vous intéressent, si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à me le dire du coup. Voilà. Et maintenant je vous laisse revaquer à vos occupations, sortir de cette espèce de bulle que j'ai créée et à bientôt. Bye.